Bonjour, alors nous allons commencer notre première leçon en histoire de la diplomatie et nous allons parler de l'évolution de la société internationale, c'est-à-dire nous allons regarder comment l'environnement dans lequel les relations internationales et surtout la diplomatie se déploient, pour comprendre justement un peu cet environnement et comment il a aussi influencé petit à petit dans l'histoire la diplomatie, ses pratiques, ses institutions et ses principes. Voilà. Donc on va faire un tour d'horizon historique et puis après nous irons dans les prochaines sessions plus en détail dans cet environnement pour voir comment à chaque époque la diplomatie s'est développée et qu'est-ce qu'elle nous a laissé. Voici les sources que vous pouvez consulter également, avec lesquelles j'ai construit ce cours. Voilà. Donc nous allons parler d'abord du concept de société internationale, ensuite nous parlerons des sociétés anciennes dans l'Antiquité, puis des civilisations médiévales chrétiennes et islamiques, et enfin de l'émergence de la société internationale moderne. Nous verrons donc comment ces évolutions de la société internationale vont marquer aussi la diplomatie et l'influencer. Et ensuite, nous irons bien sûr dans les prochaines sessions plus en détail. Alors, le concept de société internationale. À travers l'histoire, des communautés politiques distinctes ont établi et maintenu des relations entre elles. La nature, les types et la structure de ces relations peuvent être catégorisées ou analysées, classées de différentes manières. Le type de relation ou d'interaction le plus basique, le plus extrême qu'on ait connu dans l'histoire, le plus primitif, c'est la guerre, la conquête, l'extermination, la mise en esclavage, qu'on retrouve dans un peu cette idée de Hobbes, de l'homme qui est un loup pour l'homme, et de la guerre de chacun contre chacun et de tous contre tous. À l'opposé, on a des types d'interactions plus sophistiqués et aussi plus pacifiques, et certains ont même envisagé le monde comme un gouvernement mondial, dans lequel les sociétés individuelles conserveraient des distinctions basées sur leur langue, leur culture, la religion, mais dans lesquelles leur indépendance politique et juridique ne serait pas plus grande que celle des États fédérés, par exemple aux États-Unis ou des cantons en Suisse. Ça, c'est une perspective. Évidemment, entre ces deux visions très, je veux dire, extrêmes, un peu, on a d'autres types d'interactions qui émergent à travers l'histoire. On a des formes d'interaction qui vont, par exemple, des empires aux systèmes internationaux, en passant entre les deux par différents types d'ordres hiérarchiques internationaux. Les empires, on en a eu des empires organisés de manière souple, ou rigide, plus ou moins centralisés, formels ou informels. Par exemple, l'empire mongol était très étendu, mais était très souple. Il ne touchait pas à la culture ou à la religion de ces nations conquises. On demandait juste la loyauté à travers le paiement d'un tribut et l'assistance militaire, par exemple. On a aussi quand on parle d'empire informel, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, avec certains diraient l'empire américain, par exemple, où le reste du monde ne fait pas partie du territoire américain, mais sous une influence, sous une domination politique, économique, culturelle, et ainsi de suite. Et entre les deux, on a des ordres hiérarchiques internationaux, c'est ce qu'on retrouve dans les travaux de l'économiste critique Michel Beau, quand il montre que l'économie internationale, en fait, eh bien, elle fonctionne sur un mode hiérarchisé. On a des systèmes nationaux et mondialisés hiérarchisés. C'est comme ça qu'il les appelle. Alors, la société internationale, c'est chacun de ces modes d'interaction gouvernés par des règles et des pratiques communes. Ce concept, cependant, il n'est pas totalement neutre parce qu'il est lié à une perspective historique, à une époque spécifique. Il est apparu avec l'émergence du système étatique européen. Et ce système étatique européen, il était basé sur les principes de souveraineté et de non-intervention, qui sont devenus par la suite les principes du système international. Et ce système étatique européen, il était produit par l'ordre médiéval complexe qui l'a précédé, notamment les oppositions entre les rois ou l'empereur et le pape, entre les monarques eux-mêmes, ou entre les monarques et l'empereur, par exemple. Les États européens ont aussi formé divers types d'associations appelées familles des nations ou sociétés internationales. À mesure que le temps est passé, les États aussi européens se sont rapprochés, se sont rendus compte qu'ils avaient des intérêts communs, ou en tout cas des éléments communs, culturels et autres. Ces associations, elles étaient basées sur la détermination de ces États à protéger leur souveraineté, des valeurs et ce qu'on a appelé aussi un standard de civilisation, qui les distinguait par rapport au reste du monde. Les relations de ces pays reposaient justement sur les principes d'égalité souveraine, de non-intervention et les règles
du droit international. Mais ça ne concernait que les sociétés européennes, puisque les sociétés étrangères étaient perçues comme non civilisées et pouvaient être assujetties, dominées par divers moyens de contrôle ou de domination, qui allaient des traités inégaux en Chine ou à la conquête coloniale en Asie, Afrique, Amérique. Et ces traités inégaux, c'est ce que la Chine a été forcée d'accepter de la part des Anglais et des Occidentaux, suite aux deux guerres de l'opium qui vont amener la Chine à ouvrir de manière forcée ses ports au commerce étranger, à accepter des emprises coloniales, les fameuses concessions dans les villes commerçantes. Et puis les Chinois, lorsqu'ils auront un litige avec les Anglais, par exemple, ne pourront pas porter le litige devant une cour locale chinoise, mais ça sera jugé par une cour consulaire. Voilà. Et d'ailleurs, ça, les Chinois ne l'ont pas oublié. Au XVIe, XVIIe siècle, années 1600-1700, la notion de société internationale va se développer sous l'influence de penseurs comme Hugo de Groot, connu aussi comme Hugo Grotius, qui a développé les théories et les concepts qu'on retrouve encore en droit international, comme par exemple ce qui touche au droit de la mer, les concepts d'état juste ou de souveraineté limitée. Et c'est aussi l'auteur de l'ouvrage De Iure Belli ac Pacis, du droit de la guerre vers la paix, qui annonce en fait le droit international humanitaire, ou ce qu'on a appelé pendant longtemps aussi le droit de la guerre. Cette conception de la société internationale, elle est représentée notamment par l'école britannique de relations internationales et l'universitaire Hedley Bull. C'est une vision assez classique. Et comme Kenneth Waltz et les néo-réalistes, Bull et cette école de relations internationales, anglaise de relations internationales, expliquent que les États n'acceptent pas de pouvoir au-dessus d'eux et existent ou coexistent dans une condition d'anarchie internationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. C'est, on pourrait dire, un état de nature, une loi de la jungle, où la survie est le plus important pour chaque État. Comme Waltz, Bull considère cette nature anarchique de la structure des relations internationales comme un déterminant essentiel des relations internationales. Waltz pense que la lutte pour la puissance est inévitable et ne peut être contenue que par une balance of power, c'est-à-dire un rapport de force qui établit un équilibre entre les puissances. Et Bull voit un ordre dans les relations internationales et il voit aussi une société internationale. L'histoire a connu plusieurs sociétés internationales avec une culture commune, avec des éléments linguistiques, éthiques, religieux et artistiques qui ont permis une communication, une compréhension mutuelle nécessaire justement à l'apparition de règles et institutions communes. L'école britannique de relations internationales et d'autres approches furent aussi critiquées comme pouvant justifier des systèmes coloniaux ou oppressifs. On a eu plusieurs sociétés internationales d'ailleurs en Europe. On a eu par exemple au Moyen-Âge une société internationale chrétienne. Et certains de ces concepts, malheureusement, ont été subvertis, c'est-à-dire pervertis, pour justifier la spoliation de territoires appartenant à des peuples indigènes en Amérique, en Asie ou en Afrique. On a eu aussi une approche similaire lorsque l'impérialisme du XIXe siècle est justifié par les puissances européennes par une approche rationnelle. Le traitement inégal de la Chine ou de l'Empire ottoman est justifié par une approche rationnelle, c'est-à-dire la liberté de commerce, le droit des minorités, par exemple dans le cadre de l'Empire ottoman, ou bien amener les lumières de la modernité, de la civilisation. Voilà. Ce qu'on retrouve aussi dans le fameux discours de Jules Ferry qui justifie la colonisation à l'époque. On retrouve en fait ce même problème avec une notion actuellement qui est celle de communauté internationale. Parce que beaucoup vous diront qu'au final, cette communauté internationale contemporaine dont on entend tant parler, eh bien en fait, elle n'est que dominée par les grandes puissances occidentales en l'occurrence. Donc, les interactions entre États et divers acteurs comme les institutions internationales sont complexes et on peut les comprendre de différentes manières. Et il est important aussi de les replacer dans un contexte plus large. Ce contexte et ces interactions, on peut les analyser de différentes manières. Ça, ce sont les écoles de relations internationales. On a une approche, par exemple, selon laquelle on va analyser d'abord la structure économique mondiale et on va considérer que les événements s'inscrivent dans une perspective qui est celle du développement du système capitaliste. Ça, ce sont les marxistes, ou pour être plus précis, le matérialisme historique. On a aussi une autre approche par laquelle on peut analyser les rapports ou les relations de puissance entre États et voir le monde comme un lieu où une grande puissance cherche à atteindre la prééminence en établissant une balance
Ça, c'est le réalisme, par exemple. D'autres voient l'histoire du monde comme une confrontation entre différentes idéologies et des événements qui vont faire partie d'une dialectique entre modernité et réaction. Là, on a une idée téléologique, c'est-à-dire une perspective téléologique où on voit un but dans l'histoire qui est le progrès. Ça, on peut retrouver avec les libéraux et notamment les idéalistes. Et puis, on a encore d'autres écoles de pensée en relations internationales. Certains voient les relations internationales comme une confrontation entre civilisations. C'est par exemple la perspective de Samuel Huntington avec son choc des civilisations. De manière plus générale aussi, il ne faut pas oublier que les changements politiques sont le résultat de facteurs économiques, politiques et culturels, mais le facteur humain joue un rôle important en déterminant les règles, les normes, les institutions qui vont façonner ensuite les relations entre acteurs étatiques ou internationaux. Donc le terme société internationale, il recouvre cette structure d'ensemble constituée de normes, règles et institutions qui a connu différentes normes à travers l'histoire. Et une société internationale, on peut dire que c'est toute association de communautés politiques distinctes qui acceptent certaines valeurs, règles et institutions communes. Ce terme désignait à l'origine les relations entre États européens, mais il va peu à peu s'appliquer aussi aux divers types d'arrangements politiques qui existent entre communautés politiques distinctes. Alors faisons un bond dans le passé assez lointain, puisqu'on va parler des sociétés anciennes, c'est-à-dire de l'Antiquité. La société internationale contemporaine, elle est caractérisée par des normes, des règles, des pratiques établies et des institutions qui gouvernent les relations entre États souverains. États souverains, c'est quoi? Ce sont des communautés qui occupent un territoire défini au sein duquel elles exercent l'indépendance juridique. Les principes tels que la non-intervention et l'égalité juridique en relations internationales reflètent un intérêt commun pour ces États. C'est-à-dire qu'ils ont l'intérêt, pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans cette association? Eh bien, l'intérêt, c'est de protéger pour chaque État et légitimer sa souveraineté. En exclure les autres prétendants sur son territoire, par exemple, et faire reconnaître cette souveraineté par les autres. En gros, quand on rejoint ce type d'association entre États, une société internationale, ce n'est pas par altruisme, mais avant tout pour que les autres vous reconnaissent votre souveraineté. Donc, ce modèle est moderne et l'égalité souveraine de tous les États vis-à-vis du droit international, ça caractérise la société internationale contemporaine. Et dans le passé, ce n'était pas le cas. Les relations de sociétés anciennes n'étaient pas organisées de la même manière. La Chine, par exemple, à son apogée, à son pic de puissance, elle n'entre en relation qu'avec ceux qui reconnaissent sa supériorité. C'est-à-dire que les autres doivent se placer en situation d'infériorité. Les institutions ou pouvoirs transnationaux aussi ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà existé dans le passé, comme par exemple dans les civilisations médiévales chrétiennes, avec l'Empire ou le Pape, et puis aussi dans les civilisations islamiques avec les différents califats. Et ces pouvoirs transnationaux ont eu parfois des rapports compliqués avec les autres autorités ou entités établies. L'Empire contre le Pape, par exemple, ou les rois contre l'Empire, ou bien aussi des califes entre eux, ou des prétendants et des califes. L'Europe médiévale, elle était caractérisée par une mosaïque complexe d'entités subnationales, sous les États, et transnationales, qui revendiquent différentes prérogatives et qui possédaient des forces militaires indépendantes. Dans les sociétés féodales, par exemple, on a un enchevêtrement, un emboîtement de souveraineté. On a, par exemple, en dessous du seigneur ou du suzerain, comme on l'appellerait, on a les barons, on a les ducs, on a des évêques ou princes-évêques. On a aussi des ordres de chevalerie religieux, comme les Templiers ou les Teutoniques, qui mènent les croisades et qui aussi ont un pouvoir militaire, économique et politique en Europe, au-delà des frontières des États. On a aussi des regroupements de cités marchandes, comme par exemple la Hansa, ou Ligue hanséatique, dans le nord de l'Europe, qui s'étend de Londres jusqu'à Novgorod en Russie, et qui regroupe les cités marchandes du nord de l'Allemagne, de la Scandinavie et des pays baltes. Le terme de société internationale, il doit être utilisé avec précaution au sujet des interactions entre entités médiévales. Et ce terme, il peut être utilisé par contre dans le cas d'interactions régulières, également non violentes, qui reposent sur des règles et des valeurs partagées. L'idée de société internationale et de relations internationales apparaît lorsque des communautés sédentaires se fixent très longtemps, au moment de la révolution néolithique, sur le moment de l'invention de l'agriculture, sur des aires territoriales fixes et développent des ordres sociaux hiérarchiques plus complexes, des économies plus diversifiées que celles, par exemple, des chasseurs-cueilleurs.
Comment ça se fait? Eh bien, avec la révolution néolithique et l'agriculture, on a un stock qu'on peut ressemer l'année d'après, on peut éviter les famines, on peut aussi le commercer, l'échanger. Ça libère du temps qui permet aussi de réfléchir, de développer la religion, des systèmes de pensée, d'autres activités économiques. En allant échanger ses biens avec le voisin, on va aussi comme ça développer la diplomatie. Donc les croyances religieuses aussi vont évoluer. Et puis à l'époque, bien, la possession territoriale elle doit être définie, défendue et si possible acceptée par les groupes extérieurs. C'est le début de la diplomatie. Complexité et diversité économique vont mener à des relations commerciales plus intenses avec d'autres communautés et le besoin de compréhension mutuelle, ainsi que des règles concernant les droits de passage ou de résidence des étrangers, déjà à l'époque. Avec l'expansion de leur autorité sur des territoires plus étendus, les dirigeants vont aussi commencer à utiliser des moyens moins violents parce qu'ils vont se rendre compte que c'est plus sûr et moins coûteux pour consolider et légitimer leur pouvoir. Ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, consuls, envoyés diplomatiques, missions, traités, et la définition des droits et devoirs des roitelets ou des satrapes ou des vassaux vont jouer un rôle dans le développement des relations internationales, de la diplomatie et en particulier de l'idée de société internationale. Les croyances religieuses vont évoluer en des systèmes plus larges, plus complexes, avec des notions de bien et de mal, de punition et de rétribution divine. Et il va en aller de même pour les relations de sociétés anciennes. Les premiers accords diplomatiques entre sociétés anciennes eh bien, comportent des sanctions à l'encontre des félons. Et ça, c'est sous la forme de punition divine. Ce processus débute avec l'établissement de tribus en communautés sédentaires ou en cités-États au Moyen-Orient, en Mésopotamie, aussi dans l'Inde du Nord, hein, la civilisation de Harappa à Mohenjo-Daro, et puis aussi en Anatolie. En 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est là que ça commence. Et les rois à l'époque d'Akkad, de Choumer, d'Assyrie, de l'Empire hittite ou d'Égypte contrôlaient des rois ou des chefs de rang inférieur, des vassaux. Et en échange de leur allégeance envers leurs suzerains, ces vassaux bénéficiaient de la liberté de former leurs propres alliances militaires et d'avoir leurs propres vassaux ou États clients. Les traités conclus entre suzerains et vassaux, traités de frontières, de commerce, de droits de pâturage, de mariage, d'extradition, de défense, et puis des droits et des devoirs des étrangers résidents ou de passage. Alors là, vous avez le Moyen-Orient en moins 1450 avant Jésus-Christ, on voit l'Égypte en jaune, et puis tout au nord aussi en jaune, un peu plus foncé, l'Empire hittite. Voilà, encore au temps de la bataille de Kadesh en moins 1274 avant Jésus-Christ, les Hittites sont au nord, l'Égypte au sud, on en reparlera plus tard. Là également, entre les 9e et 7e siècles avant notre ère, là l'Égypte recouvre tout le Moyen-Orient. Donc des cérémonies et rituels accompagnaient la conclusion des traités et des clauses prévoyaient une punition divine envers les félons. Les émissaires diplomatiques négociaient ces traités, mais ils ne jouissaient pas d'une immunité diplomatique comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient être punis, pris en otage ou même tués. Cependant, une telle attitude brutale pouvait ternir la réputation d'un monarque. Et les traités, comme la diplomatie, comportaient une forme de solennité religieuse. On a en moins 1300 avant Jésus-Christ un traité de paix entre l'Égypte et l'Empire hittite, par lequel on promet d'établir une alliance permanente, d'assurer la liberté de commerce, d'extrader les criminels et de protéger leurs familles face à des punitions trop sévères. Et cet accord, il montre un degré de compréhension mutuelle, à l'époque déjà, et certains éléments d'une société internationale. Mais attention, à l'époque, ces éléments sont marginaux. Ils étaient marginaux dans un monde où la lutte fréquemment brutale pour la survie dans des conditions d'existence précaires constituait la réalité centrale. L'amélioration des conditions économiques va permettre aux communautés sédentaires d'être moins vulnérables au pillage, des tribus nomades qui, elles, étaient rétives envers toute règle internationale. De moins 700 avant Jésus-Christ à la domination romaine du 1er siècle avant notre ère, la Chine, la Grèce et l'Inde sont des exemples de systèmes ou de sociétés internationales. Chine, Inde et Grèce sont divisées en entités séparées qui étaient en conflit, en compétition, mais qui avaient également une unité culturelle. Il n'y a pas d'État chinois, indien ou grec à l'époque, en tout cas pas d'État uni. Il y a un monde chinois, un monde indien et un monde grec dans lequel on a des États qui sont en compétition, qui peuvent se faire la guerre, mais qui ont en même temps des éléments communs. On va le voir un petit peu plus tard, plus en détail. On reverra aussi ces cartes, notamment sur la Chine, de la période des rois combattants.
vont venir après. Là, le monde indien, les empires indiens, et puis le monde grec avec ses colonies. Alors justement, chez les Grecs, eh bien, les cités-États grecs avaient une langue, une religion et des institutions communes. Et chaque cité-État était indépendante. Et c'est parce que chaque cité-État aussi était farouchement indépendante que ça va permettre aussi aux Grecs de s'unir face à une menace plus grande qui les dépassait, qui était l'hégémonie de l'Empire perse. On va avoir malgré tout aussi des tendances hégémoniques au sein du monde grec, comme par exemple après cette guerre contre la Perse, Athènes va devenir hégémonique et ça va mener à la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. On a des divisions, on a aussi des institutions communes dans ce monde grec, comme les Jeux Olympiques ou la Pythie, et je vais en parler un peu plus tard. Dans cette guerre d'ailleurs du Péloponnèse, on a le fameux dialogue de Mélos, où l'île de Mélos va être assiégée. Alors là, oui, Athènes et la Ligue de Délos, avant la guerre du Péloponnèse. Athènes, Sparte et leurs alliés respectifs durant la guerre du Péloponnèse. Et Mélos est ici au sud des Cyclades, entre les Cyclades et la Crète. Alors le dialogue de Mélos, il se déroule quand Athènes refuse de reconnaître la neutralité des Méliens dans la guerre du Péloponnèse. Et les Méliens en appellent à la justice, à la moralité, à l'honneur, mais les Athéniens vont leur répondre que la seule vérité est que le fort fait ce qu'il veut et que le faible subit. Les Méliens vont refuser l'ultimatum des Athéniens, et après avoir été assiégés, les hommes vont être massacrés et les femmes et les enfants mis en esclavage. Et cet événement, rapporté par l'historien grec Thucydide, mais c'est une vision ultra-réaliste, c'est-à-dire réaliste dans le sens de l'école de pensée des relations internationales, une vision ultra-réaliste des relations internationales, où on nous apprend que seule la puissance compte et la morale ne joue aucun rôle, ou en tout cas un rôle très limité. Les relations entre cités-États grecs formaient déjà une société internationale bien établie, avec une base institutionnelle rudimentaire, des institutions communes représentées par l'Amphictyonie de Delphes et la Proxénia. Alors l'Amphictyonie ou Conseil amphictyonique, c'est une institution religieuse qui protège les sanctuaires, comme par exemple l'oracle de Delphes, où il y a la Pythie de Delphes dans le temple d'Apollon, qui fait des prédictions. L'Amphictyonie arbitre des disputes et permet aux Grecs de mener les rituels religieux même en période de guerre. Les Grecs connaissent d'ailleurs la médiation, notamment dans le cas des disputes territoriales qui impliquent des territoires avec une valeur religieuse, économique ou stratégique. La proxénia, c'est une autre institution dans laquelle on a le proxénos. Le proxénos, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un consul honoraire. Le proxénos, eh bien, c'est par exemple un Athénien qui vit à Athènes et qui va représenter Sparte à Athènes. Voilà, sans que Sparte ait envoyé un diplomate. Et c'est l'équivalent aujourd'hui, à notre époque, d'un consul honoraire. Car bien souvent, les consuls honoraires n'ont pas nécessairement la nationalité ou citoyenneté de l'État qu'ils représentent. Les Grecs partageaient des valeurs morales communes, notamment sur les relations internationales, et cela provenait de valeurs religieuses, de normes religieuses qui influençaient également la diplomatie, l'inviolabilité des traités, les déclarations de guerre et le traitement des ennemis morts. Et toute violation menait à une mauvaise réputation et à une punition après un arbitrage. Dans l'Inde ancienne, les normes religieuses jouent aussi un rôle important, notamment dans les relations internationales avec le concept du dharma, de la loi éternelle. Et dans le domaine de la guerre, l'Inde avait un système de normes plus complexe que celui des autres sociétés anciennes. Ces normes et principes traitaient de notions comme la guerre juste, des rituels à observer et des interdictions dans la conduite des hostilités. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a Kautilya, connu aussi sous le nom de Vishnugupta Chanakya, qui publie l'Arthashastra. Et cet ouvrage enseigne aux princes indiens les règles de conduite politique et les manières de dominer le système des États de l'Inde. C'est un ouvrage d'analyse politique rationnelle tel que Machiavel en produira plus tard, à l'époque de la Renaissance italienne avec le prince. La nécessité de la conduite humaine durant les hostilités et la prudence dans le gouvernement vont au-delà de la simple moralité, c'est avant tout un calcul rationnel. Le faire, c'est aussi finalement s'attendre à ce que les autres le fassent. C'est-à-dire bien traiter son ennemi, pas parce qu'on l'aime, ou mais simplement parce qu'on souhaite qu'il nous fasse aussi le même traitement. En Inde, les traités étaient considérés comme ayant une qualité sacrée, et comme chez les Romains ou les Byzantins, on pouvait prendre des otages pour s'assurer du respect des traités.
Jusqu'à son unification en moins 221 avant Jésus-Christ, par la dynastie Qin, la Chine, elle, est divisée durant 5 siècles entre ce qu'on appelle les royaumes combattants. Les relations internationales en Chine se déroulent à l'époque dans un contexte de richesse et de dynamisme culturel et intellectuel. Et ce contexte va donner naissance à de nombreuses écoles de pensée qui vont réfléchir aux questions de guerre et de paix ou de relations internationales. Et notamment, ces principes-là vont être influencés par le travail de Confucius et d'autres lettrés. Mais leur principe, attention, ne va pas toujours être respecté par les royaumes en guerre. Donc là, on a la civilisation Zhou et la Chine de l'époque des royaumes combattants. Et on voit les Qin qui, par la suite, vont prendre le dessus en moins 221 et devenir la dynastie qui unit le territoire. Ensuite, la Chine, durant la période des royaumes combattants, on la voit ici sous une autre forme, une autre carte. Et puis enfin, là, on est en moins 210 avant Jésus-Christ. Et la Chine est unifiée par les Qin. En tout cas, pas tout le territoire chinois actuel. Bonne partie, et on voit déjà, il y a déjà la muraille de Chine et notamment également des voies terrestres. Lors de la période du printemps et de l'automne, les hostilités étaient menées de manière formaliste, avec le respect strict des règles de chevalerie. Et durant la période ensuite tardive des royaumes combattants, eh bien, les techniques de guerre vont s'améliorer et la lutte va devenir plus violente. Donc on va moins respecter les règles de chevalerie, et cette lutte va être gagnée à la fin par les Qin. La Chine impériale va durer plus de 2000 ans avec divers degrés d'unité et différentes dynasties. Et la Chine, elle, tout au long de cette histoire, va se considérer comme supérieure aux autres civilisations. Donc à l'époque, pour entrer en relation avec la Chine, eh bien, les étrangers, les barbares, comme on les appelle, doivent reconnaître la supériorité de la Chine et payer un tribut à l'empereur, vu comme le roi des rois. Confucius. Ces exemples nous permettent d'observer déjà dans le passé des formes de société internationale. Mais attention, celles-ci sont différentes de celles basées sur l'interaction d'États indépendants, notamment à l'époque contemporaine. Et quand on revient à la Chine, eh bien, dans la théorie confucienne, la Chine, elle était placée au centre du monde d'un point de vue culturel, dans une hiérarchie culturellement déterminée. D'où d'ailleurs l'appellation de l'Empire du Milieu. Et ça va bloquer l'installation de relations diplomatiques égales entre la Chine et ses voisins ou les étrangers jusqu'au XIXe siècle, quand les étrangers arrivent et forcent la Chine. À Rome, eh bien Rome, sous la République, à l'origine, elle est forcée de traiter avec des puissances rivales comme Carthage sur une base d'égalité. Les principes liés au droit des traités et à la diplomatie sont similaires à ceux qu'on peut trouver à l'époque en Grèce ou en Inde. Rome va léguer un héritage important, et les Romains vont développer une terminologie juridique plus importante que d'autres sociétés. Alors voilà, on voit Rome et Carthage durant les guerres puniques. Rome est en rouge et Carthage est en gris. Il y aura plusieurs guerres puniques, notamment qui vont être déclenchées par la présence des Carthaginois et les ambitions italiennes, enfin romaines, en Sicile. Puis ensuite, le statut de Saguntum en Espagne, qui va déclencher la deuxième guerre punique. Et tout ça se terminera avec la destruction, ou la prise en tout cas, de Carthage par les Romains, puisque les historiens, certains disent que Carthage n'a pas été détruite, comme la mythologie historique romaine nous en parle. Voilà. Et là, vous avez l'expansion territoriale de Rome sous la République, puis sous l'Empire. Et on a une société internationale, puisque différents peuples avec différentes croyances constituent cet empire romain. Sous la République, Rome chercha souvent à recourir à des moyens légaux pour régler certains types de disputes avec d'autres États. Des rituels devaient être menés avant qu'une guerre soit déclarée juste et donc licite. Et Rome reconnaissait un ensemble de normes qu'on appelait jus gentium, le droit des gens ou droit des nations, qui est en fait le droit international. Et quand la puissance et l'influence romaine vont s'affirmer durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome va de moins en moins traiter les autres États sur une base égalitaire. Alors, ensuite, eh bien, nous arrivons, après Rome, à la civilisation médiévale chrétienne en Europe et aux civilisations islamiques, au califat.
L'héritage romain y persiste après la division de l'Empire entre ses parties occidentales et orientales en 395. L'Empire byzantin à Constantinople va être florissant pendant un millénaire, mais il va être confronté à des pressions extérieures de plus en plus fortes, notamment après l'apparition de l'islam. Et ça se terminera en 1453 par la conquête de l'Empire byzantin et de Constantinople en particulier par les Turcs ottomans. Voici la division de l'Empire romain sous Théodose, l'Empire d'Occident à l'ouest, l'Empire d'Orient à l'est, deux sociétés internationales, ou une société internationale, on pourrait dire sous forme de condominium. Là aussi, l'Europe en 476 donc, ne va subsister que l'Empire romain d'Orient. Celui d'Occident va, comme on le dit, si ce n'est pas exactement le terme propre, s'effondrer. Et là, l'Empire byzantin sous Justinien en 550. En Byzance, c'était le centre spirituel du christianisme orthodoxe. Le Byzance était militairement faible par rapport aux États islamiques. Et elle va compenser cette faiblesse par un réseau de renseignements efficace, ainsi que des pratiques diplomatiques, on va dire, très sophistiquées. Et on va utiliser des techniques du style diviser pour mieux régner parmi les adversaires. Et Byzance va disposer d'un corps diplomatique, un des plus organisés et mieux formés de l'époque, avec un ministère, on va dire, des Affaires étrangères, le Scrinion Barbaron, le bureau des barbares. En Europe occidentale, le pape avait hérité de l'autorité supranationale de l'Empire romain sur une structure complexe d'entités subnationales, transnationales et nationales qui coexistaient dans l'Europe médiévale. Et le pape jouissait d'une autorité plutôt que d'un pouvoir, et ses édits étaient souvent ignorés par les monarques. L'Église catholique romaine va jouer un rôle crucial en unifiant l'Europe médiévale en une sorte de société internationale. Et les valeurs chrétiennes, à l'époque, mais encore jusqu'au 19e, 20e siècle, vont aussi influencer les relations internationales. En tout cas, le droit international et certains de ses principes. Si l'Europe médiévale en 1360, l'interdiction papale de développer des relations avec les pays musulmans ou non chrétiens ne va pas être respectée par les États chrétiens. Et de même, les États musulmans ne respecteront pas cet interdit qui est aussi présent dans leur civilisation. L'Église va soutenir sa doctrine religieuse et morale par un ordre juridique élaboré, avec des sanctions, avec l'arbitrage, des audiences formelles et des règles spécifiques qui constituent notamment le droit canon. L'Église va édicter des règles sur la protection des diplomates et le droit des traités, sur le respect des traités et les conditions d'annulation. Et aussi, l'Église va mettre en place des sanctions pour non-respect des traités, comme les pénitences publiques, les amendes pécuniaires ou, plus grave, l'excommunication. L'Église est d'ailleurs très bien organisée depuis bien longtemps, avec des prêtres, des évêques, des archevêques et des cardinaux qui constituent une bureaucratie internationale. La papauté va élaborer une doctrine de la guerre juste avec des règles qui déterminent les conditions de déclaration d'une guerre, sa conduite et la manière de la conclure. Et ça, on le retrouve dans les écrits de saint Augustin d'Hippone et de saint Thomas d'Aquin, deux importants docteurs, pères de l'Église. Saint Augustin à gauche, de Hippone, originaire d'Afrique du Nord, représenté par Sandro Botticelli, il est aussi l'auteur de La Cité de Dieu. Et à droite, vous avez saint Thomas d'Aquin, représenté par Crivelli, qui lui donc va réfléchir à la notion de guerre juste. Une guerre qui doit avoir une juste cause, avoir un usage proportionné de la force, être déclarée par une autorité légitime, qui doit avoir de bonnes chances de succès pour ne pas causer des souffrances inutiles, et qui doit être lancée avec une intention juste, pas pour satisfaire un plaisir personnel. Et la doctrine de ces penseurs chrétiens va influencer les relations internationales et le droit international jusqu'à notre époque. Et ça va notamment inspirer les conventions visant à limiter les horreurs de la guerre, comme les conventions de La Haye et de Genève. L'islam va aussi jouer un rôle important dans les relations internationales. Après la mort du prophète Mohammed en 632, l'islam s'étend rapidement en Afrique, en Asie, en Europe, et il entre en collision avec les empires romains chrétiens d'Occident et d'Orient. L'islam chercha à créer à l'époque une identité sociale unique pour tous les musulmans à travers une communauté de croyants, la Ummah, qui dépasse les identités sociales, ethniques, nationales.
Là, on a l'expansion de l'islam durant l'âge des premiers califes, par d'Arabie, ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique, puis s'étend sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, et puis ensuite sur le reste de l'Afrique du Nord, voire par la suite, bien plus tard, aussi sur les Balkans avec les Ottomans. Le califat abbasside est aussi une société internationale. On a des Arabes, on a des Perses, on a des Caucasiens, on a des Berbères. On a aussi des minorités religieuses. Là, le califat des Fatimides du Caire. Voilà. La Ummah s'étendit sous le califat ou les califats qui regroupaient tous les musulmans. Mais le schisme entre musulmans sunnites et chiites va diviser cette Ummah dès le début. Et notamment aussi la volonté d'indépendance de dirigeants locaux. Ça va mettre fin au califat en tant qu'institution politique centrale effective. L'islam va être adopté cependant par d'autres populations, comme les tribus nomades turques, et ça va lui redonner un nouvel élan qui va mener à l'Empire ottoman, fondé par les Turcs, et qui va s'étendre sur les Balkans, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et ce jusqu'en 1922 ou 1923. Et l'Empire ottoman va connaître des défaites à la bataille de Lépante en 1571 et devant Vienne en 1683. Et à partir de là, il va décliner. Et ce déclin va s'accentuer au XIXe siècle et on l'appellera à l'époque l'homme malade de l'Europe. Là, vous avez donc l'Empire ottoman en 1683, son extension maximale. Selon la théorie islamique originelle, le monde est divisé en Dar al-Harb et en Dar al-Islam. Les relations entre ces mondes sont celles d'un état de guerre permanent, mais on peut avoir des trêves de 10 ans maximum. Une notion aussi, c'est le djihad. Alors, on entend beaucoup parler. Il y a le grand et le petit djihad. Le grand djihad est le djihad sur soi-même, le djihad de l'esprit contre les péchés. Le petit djihad, lui, est le djihad militaire. Et ce djihad militaire est aussi un devoir sacré jusqu'à la conversion des pays du Dar al-Harb. On a aussi les gens du livre, Ahl al-Kitab. Ce sont les chrétiens, les juifs, les samaritains et d'autres minorités monothéistes. Ils ont le droit de pratiquer leur religion, mais ils doivent payer une taxe, donc il n'y a pas d'égalité. Ils doivent payer une taxe, la jizya, et accepter un statut d'infériorité juridique en tant que protégés, la dhimma, et on les appelle les dhimmi. On peut établir des trêves à l'époque par traité, et ces traités de trêve sont strictement respectés. La doctrine islamique sur le respect des traités elle est stricte et les principes moraux doivent être observés également en temps de guerre, comme dans les autres civilisations. Il peut arriver que ces règles ne soient pas toujours observées, mais Saladin, par exemple, va s'efforcer, lui, de les respecter durant les croisades. Cette doctrine elle est formulée par des juristes musulmans durant la période de la première expansion de l'islam. Mais justement, lorsque l'unité interne de l'islam se brise, que diverses nations résistent à son expansion, bien le monde islamique va devoir accepter la nécessité d'une coexistence pacifique avec ses voisins non musulmans pour des périodes qui vont au-delà du 10 ans. Ce qui va aider à ça d'ailleurs aussi, c'est les liens commerciaux avec des puissances chrétiennes. Et peu à peu d'ailleurs, ces puissances chrétiennes vont être autorisées à ouvrir des comptoirs commerciaux en terre islamique. Et on va avoir l'apparition de consuls. Et parfois, eh bien, ces consuls et ces comptoirs commerciaux territoriaux occidentaux jouiront de privilèges extraterritoriaux. Au XVIe siècle, donc, on a le développement des relations diplomatiques avec l'Empire ottoman, qui devient une grande puissance en Europe. Et en 1535 d'ailleurs, contre cette doctrine chrétienne ou musulmane d'ailleurs aussi, qu'on ne peut pas s'allier avec des non-croyants, en tout cas ceux qui ne partagent pas la même religion, eh bien on a François Ier de France, catholique, qui s'allie à Soleiman le Magnifique contre l'Empire des Habsbourg. Là, vous avez François Ier par Jean Clouet et à droite, Soleiman le Magnifique. Alors, l'émergence de la société internationale moderne. Eh bien, la société internationale moderne, elle est basée sur la conception de l'État en tant qu'acteur souverain, indépendant, qui jouit de la suprématie juridique par rapport à tous les autres acteurs non étatiques sur son territoire. Donc là, on a l'importance du principe de l'égalité juridique de tous les États, parce qu'autrement, si on n'a pas cette égalité juridique, on est dans un système hiérarchique, hégémonique ou impérial. Et ce qui va avec, c'est le principe de non-intervention ou non-ingérence dans les affaires domestiques d'un autre État. Alors dans ce système moderne, les diplomates, peu à peu, vont être chargés d'établir et maintenir les relations formelles entre les États. Ils représentent leurs souverains et ils vont jouir peu à peu, comme eux, de l'immunité vis-à-vis des lois des pays hôtes. Un autre principe important de ce système moderne aussi, c'est que les règles et les normes ne peuvent pas lier les États sans leur consentement.
C'est encore une norme importante du droit international, sauf dans le cas des normes erga omnes, des normes du jus cogens, c'est-à-dire les normes les plus fondamentales du droit international. Même si vous n'y adhérez pas, là par contre, vous devez les respecter. C'est une exception. Alors, comme aucune autorité supérieure chargée de gérer ces relations internationales n'existait dans le passé, eh bien, cet ordre international il va émerger suite à une lutte pour la prééminence parmi les grandes puissances et le refus de ces grandes puissances d'être dominées par une autre. Et ça va aussi passer par la balance of power durant le XVIIIe siècle, un concept qui va être de plus en plus reconnu par les États en question, qui vont reconnaître comme une institution la nécessité d'établir un équilibre et de ne pas avoir une puissance hégémonique pour maintenir la stabilité. On a Charles Tilly aussi qui nous montre à l'époque que ce sont les guerres aussi qui vont jouer un rôle dans le développement de l'État moderne. L'État, pour mener ses guerres, avoir une armée régulière, professionnelle, bien équipée, il a besoin d'argent. Cet argent, il doit le lever par les taxes. Donc il faut une administration moderne, un État centralisé pour ce faire. Et on va aussi avoir un corps diplomatique professionnel qui va émerger, ce qui va permettre au gouvernement de manipuler la balance of power par d'autres moyens, autres que militaires. Donc la manière de maintenir les relations et de signer les traités va évoluer. Les traités, qui étaient des contrats interpersonnels entre monarques sanctionnés par la religion, vont devenir des accords entre États avec un statut de loi. Et à partir de là aussi, peu à peu, à partir du Moyen-Âge et à la Renaissance, à l'époque moderne, la diplomatie ne va pas cesser de se raffiner, comme avec d'abord les Byzantins, qui développent l'art de la diplomatie et du renseignement. Ensuite, en lien avec Venise et Gênes, avec qui ils font du commerce, eh bien, ce savoir diplomatique va passer en Italie. Dans l'Italie de la Renaissance, on a des cités-États qui sont en rivalité, se font la guerre. On a la paix de Lodi qui va être signée entre elles. Elles vont s'échanger des ambassadeurs permanents parce que c'est plus pratique pour se surveiller, maintenir l'alliance, voir si voir si tout le monde respecte le traité ou au contraire ne tente pas de changer cette balance of power. Et en même temps, les États italiens, parce qu'ils restent divisés, ils sont faibles. Et ça va permettre à des puissances voisines comme la France ou le Saint-Empire romain germanique de faire des incursions en Italie. Ce qui va pousser aussi les Italiens à développer les relations diplomatiques avec d'autres voisins pour contrebalancer ces incursions étrangères. Et on va s'échanger comme ça des ambassadeurs permanents. Et on va arriver justement au développement d'un réseau diplomatique et de l'échange d'ambassadeurs permanents dans toute l'Europe. Et c'est aussi en Italie au XIVe siècle qu'apparaît ce principe que le roi est souverain en son royaume. Voilà l'Italie de 1494 avec ses cités-États, nous y reviendrons plus tard dans quelques modules. On a un autre élément important qui est le Concile de Constance, 1414-1418. Une controverse où l'ordre teutonique se plaint au pape contre la Pologne qui s'est alliée avec la Lituanie. La Pologne est catholique, elle s'est alliée avec la Lituanie qui est païenne. Et ça ne plaît pas aux puissances catholiques. C'est contraire à la doctrine. Mais les Polonais, eux, vont défendre leur alliance avec un argument très moderne. Ils vont dire que la question de savoir si une communauté a des droits du point de vue du droit des gens ou du droit des nations, eh bien cette question dépend entièrement du fait de savoir si cette communauté exerce ou pas la juridiction, le contrôle effectif sur son territoire. C'est ça qui détermine si elle a des droits du point de vue du droit international et pas sa religion. Vous contrôlez un territoire effectif, vous êtes reconnu comme un État ou comme une communauté qui a des droits du point de vue du droit international, quelle que soit votre religion. Et puis, fin du XVe siècle aussi, on a la découverte de l'Amérique par Colomb et par Vasco de Gama, développement du commerce international, nouvelle conscience spatiale, modernisation, poussée des États souverains, des empires coloniaux, mais qui en même temps vont chercher à délimiter leurs frontières, négocier, affirmer leur souveraineté. Et ça va amener justement aussi à une affirmation petit à petit de la souveraineté. Avec la réforme protestante également, qui va affaiblir les pouvoirs transnationaux comme celui du pape ou celui de l'empereur. Et le protestantisme va beaucoup s'affirmer sur une base nationale, donc va aider au développement de la souveraineté. On va avoir énormément de conflits en Europe, des tentatives hégémoniques. On va arriver encore aussi dans ce XVIe siècle à un développement du droit international avec les juristes comme Francisco de Vitoria, qui va déterminer que les indigènes d'Amérique ont des droits du point de vue du droit naturel et qu'on ne peut pas les traiter n'importe comment.
un développement du droit international aussi et des droits humains à partir de là, même si ça va prendre beaucoup de temps. Merci Francisco de Vitoria. De même, on a aussi Grotius et Vattel qui vont permettre de développer le droit international avec des traités, des réflexions sur des notions importantes. Et cependant, ces règles du droit international, qui sont très européennes, vont être critiquées par la Chine, le Japon et d'autres puissances non européennes. Ici, on voit Grotius et Emmerich de Vattel. On a ensuite la guerre de 30 ans, 1618-1648, avec la paix de Westphalie. Et c'est là où les États allemands invoquent une nouvelle doctrine qui est celle de l'indépendance souveraine. Et de même, la Hollande, condamnée à mort à cause de sa conversion au protestantisme, condamnée à mort par Philippe II d'Espagne, elle va affirmer justement sa souveraineté aussi. Le traité de paix de Westphalie va aussi amoindrir les pouvoirs transnationaux du pape et de l'empereur, affirmer la souveraineté de l'État et notamment la légalité souveraine entre les États, ce qui va être la base du système international tel qu'on le connaît encore maintenant. De même aussi avec le traité d'Utrecht, qui reconnaît la notion de balance of power, d'équilibre entre les puissances pour avoir la stabilité, pas d'hégémonie. Et puis, on a aussi, par la suite, les révolutions françaises et américaines qui vont aussi changer la donne. Alors, entre-temps, on a quelques auteurs comme François de Calière ou Heeren qui vont, par leurs réflexions, permettre le développement du droit international. Ils vont réfléchir à l'idée de société internationale, et notamment en Europe, d'espèce de famille européenne, de république chrétienne. Et ces notions-là, d'ailleurs, vont être critiquées par Sorel, qui dira non, il y a toujours l'opposition de la guerre entre les États européens. Et Burke lui-même, qui parlait pourtant de société internationale, va être choqué par la triple partition de la Pologne. Voilà Burke. Donc on a la Révolution française et la Révolution américaine qui vont être importantes parce qu'elles affirment des nouveaux concepts comme la souveraineté populaire notamment. Elles vont amener aussi la Révolution française et l'Empire napoléonien à des guerres contre des monarchies et des empires en Europe. De nouveaux concepts vont arriver, des nouvelles manières de faire de la diplomatie et de la politique étrangère vont arriver de manière plus agressive, notamment avec la Révolution française. Et puis, après la Révolution française et l'Empire napoléonien, en 1815, on a le Congrès de Vienne qui va écrire un concert européen. Ça va être une association, ou plutôt une plateforme de négociation entre États, entre puissances européennes. On va reconnaître la balance of power. Là, vous voyez notamment les délégués européens. Et on va abolir l'Empire napoléonien, en tout cas les territoires qui avaient été modifiés suite à ça, et on va revenir aux frontières d'avant la Révolution française. Les Russes et les Autrichiens aimeraient aussi d'ailleurs en profiter pour intervenir dans le cadre de ce concert européen contre les révolutions libérales, mais les Anglais ne le veulent pas. Le libéralisme n'est pas un problème pour eux, il n'y a pas de danger de révolution en Angleterre, et ils sont pour maintenir la souveraineté. Voilà. On va avoir à partir aussi du concert européen et du congrès de Vienne une série de conférences qui vont aussi permettre de développer la diplomatie, les règles sur le protocole, la préséance, qui vont affiner la manière de négocier, qui vont être aussi vues comme les premières négociations multilatérales. Ce n'est pas les seules, il y a eu Westphalie avant par exemple, mais c'est une des plus importantes, parce qu'on a un système stable qui va se créer en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et on va négocier au lieu de se faire la guerre. Il y aura des guerres entre les Français et les Prussiens en 1870 par exemple, mais on va quand même négocier. Et on va notamment aussi négocier sur les colonies. Ça sera le congrès de Berlin, je vais en parler un peu après. On crée des organisations internationales permanentes, notamment dans les télécommunications ou des questions techniques d'importance pour tous les États. Donc on coopère et on crée des institutions pour coopérer de manière permanente. Certaines sont basées en France, d'autres en Suisse. Et elles ont changé de nom, mais elles existent toujours dans le cadre des Nations Unies. On reconnaît la neutralité de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg dans le cadre de ces conférences qui font suite à Vienne en 1815. On a les conventions de Genève en 1864, donc importantes du point de vue du droit international et qui permettent de créer la Croix-Rouge. Et plus tard, les conventions de La Haye de 1899 et 1907, avec également la création de la Cour internationale de justice à La Haye, qui permet aux États de régler leurs différends de manière pacifique. Et suite à Vienne, on a le congrès de Berlin, la conférence de Berlin en 1885, qui permet aussi aux puissances européennes de rationaliser, justifier, légitimer les conquêtes coloniales et de délimiter leur possession coloniale en Afrique sans se faire la guerre entre elles. C'est là des représentations d'époque de cette conférence de Berlin. Et puis
l'Afrique avant et après la conférence de Berlin. Ensuite, la Première Guerre mondiale va aussi amener à de nombreux changements. Tout d'abord, les colonies vont demander plus de droits et plus d'indépendance. Et puis, Wilson, lui, va arriver avec les 14 points qu'il propose au Congrès des États-Unis et qui vont ensuite influencer, inspirer la création de la Société des Nations en 1919, première organisation internationale universelle permanente, organisation multilatérale permanente. Alors, inspiré par Woodrow Wilson, mais les États-Unis n'en font pas partie. Ça amène à la chute d'empires comme l'Allemagne, la Russie, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, l'apparition de nouveaux États sur la carte aussi, une résurrection d'États comme la Pologne. Et on va avoir avec la Société des Nations donc un changement majeur, une tentative de négocier, mais les crises des années 30 ne vont pas permettre à la SDN de continuer au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale y met fin, alors elle meurt durant la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, cette SDN. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés mettent en place les prolégomènes de ce qui va devenir en 44-45 l'Organisation des Nations Unies. Deux organisations d'ailleurs créées par les vainqueurs. Ce n'est pas un petit détail. Et donc cette SDN, ensuite, son échec, malgré son échec, elle va donner naissance ensuite à l'ONU, qui est aujourd'hui encore la structure qui s'occupe de gérer la société internationale. Et on arrive après la guerre froide et son ordre bipolaire à un ordre unipolaire, monopolaire, dirigé par les États-Unis pendant un certain temps, une décennie, et aujourd'hui à un ordre multipolaire qui bouleverse aussi l'architecture de cette société internationale et le système de l'ONU. Je vous remercie pour votre attention et la prochaine fois, le prochain module, nous allons regarder plus en détail cette évolution historique et nous commencerons par l'Antiquité. Merci pour votre attention.